Mardi 15 avril 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. Madagascar a obtenu un accord de principe au niveau du staff du Fonds monétaire international à l'issue de la mission du FMI qui a séjourné dans le pays pendant 2 semaines. Cela ouvre la voie à la deuxième revue dans le cadre des programmes FEC et FRD, dont la décision sera prise lors du conseil d'administration prévu en juin. Cette approbation immédiate est le fruit des efforts fournis par Madagascar dans la mise en œuvre des engagements convenus par le FMI dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population malgache en cohérence avec la politique générale de l'État. Rose Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. Parmi les secteurs concernés figure celui de l'énergie, avec un programme axé sur l'application de la vérité des prix des carburants et le redressement de la société Jirama. Le secteur de l'environnement est également ciblé, notamment à travers la mise en place d'un comité interministériel pour l'environnement, conduite par le Premier ministre Tsa Christian, le projet Messier, ainsi que la réforme du marché du carbone. Enfin, la Banque centrale est aussi impliquée dans ces réformes. On attend les décrets relatifs à ces engagements. Les dossiers complémentaires de Madagascar seront transmis au conseil d'administration du FMI en juin prochain afin de permettre le déblocage de la deuxième revue des programmes FEC et FRD. La mission du FMI a été présente à Madagascar pendant 2 semaines pour évaluer les indicateurs fixés en décembre 2024. Le programme que nous appuyons, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Et donc, à ce titre, Monsieur le gouverneur a mentionné les agrégats monétaires, mais l'objectif évidemment du programme, comme il a mentionné, vous voyez que j'ai capté quelques mots quand même si c'est malgache. L'objectif c'est de réduire l'inflation pour éviter que le pouvoir d'achat des ménages s'effrite. Le ministre de l'Énergie a mentionné la Jirama. Comme vous le savez bien, l'énergie, c'est ça qui donne le souffle à toute économie. Toute personne à qui j'ai parlé a déjà entendu parler de la Jirama, tous ceux qui ont eu à interagir avec Madagascar. Donc ce n'est pas une réforme du FMI, c'est une réforme de Madagascar pour les Malgaches, parce que l'approvisionnement d'électricité, c'est quelque chose d'essentiel pour... Pour rappel, la première tranche de 101 millions de dollars a été obtenue en février dernier dans le cadre des programmes FEC et FRD. Dans la page sociale, le ministère des Travaux publics affirme que les réparations des routes de la capitale Antananarivo seront terminées avant Pâques. Il a souligné que les matériaux utilisés lors de la réhabilitation de ces routes de la capitale répondent aux normes requises. Radon Melanzatouf nous en dit plus. Les entreprises chargées de la réhabilitation des routes de la capitale Antananarivo sont actuellement en train de finaliser leurs travaux. Les réhabilitations des routes ont été lancées conformément aux instructions du président de la République pour améliorer l'apparence de la ville et réduire les embouteillages dans la capitale, a déclaré le ministre des Travaux publics. Des entreprises sélectionnées ont été chargées des travaux et le ministère des Travaux publics est également présent pour superviser les travaux. Le Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment ou LNTPB surveille de jour comme de nuit la qualité des travaux tels que définis dans le cahier des charges. La réhabilitation des routes dans la capitale est conforme à toutes les normes requises, a confirmé le ministre des Travaux publics. Il a également annoncé que toutes les réhabilitations seront terminées avant Pâques. Les routes dans d'autres grandes villes de Madagascar feront également l'objet de réhabilitation, selon les informations. Et pour éviter la récurrence des problèmes de pénurie d'eau pendant la saison sèche, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a annoncé hier que le ministère est déjà pleinement préparé. En plus des solutions temporaires telles que des camions-citernes de 10 mètres cubes et des bonbonnes d'eau, il y aura également l'alimentation par groupe électrogène pour les différentes stations de production et de stockage d'eau. Mais il y a aussi la construction de l'UTC ou unité de stockage d'eau conteneurisée à Manche 16 qui débutera durant cette semaine nationale de l'eau.
Et des bus touristiques ont été réceptionnés officiellement hier au port de Tuamasin. Ces bus qui serviront à faciliter la circulation des touristes à Madagascar et qui seront également utilisés pour accueillir les invités durant le sommet de la Commission de l'Océan Indien au COI. Ce projet est en phase d'essai dans le but d'améliorer les offres touristiques à Madagascar. C'est un reportage de Sanjessena Mireille. Des véhicules adaptés aux routes de Madagascar et qui seront utilisés pour transporter des touristes. Il s'agit de 3 bus touristiques de 32 places chacun et 3 véhicules de 12 places. Les clients peuvent réserver leur place via Internet. La mise en œuvre de ces véhicules vise à apporter un nouvel élan dans le domaine du tourisme, surtout dans les régions du sud et de la partie ouest, comme Aranmafan, Fenarantsu, Issal, Tuliar et Murundav. Ce projet s'inscrit également dans le cadre de la promotion du tourisme afin d'apporter les 1 million de touristes d'ici 2028. C'est le fruit d'une collaboration entre l'État et le secteur privé. Parlons à présent environnement. Une nomenclature spécifique pour les dépenses liées au climat est en cours d'élaboration conjointement par le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec le soutien du département des finances du FMI, des experts du programme des Nations Unies pour le développement ou UNDRR et le soutien du gouvernement japonais. Il s'agit de la première étape vers l'établissement du premier budget vert de Madagascar qui sera inscrit dans la loi des finances 2026. Un atelier national visant à confirmer cela a eu lieu aujourd'hui et demain. L'objectif est de renforcer la pratique de classification des dépenses liées au climat, de revoir et de renforcer le cadre du document budget vert qui sera annexé à la loi des finances de 2026, d'établir un plan d'action pour soutenir ces efforts de réforme, notamment en termes de recettes et d'intégration des différents secteurs. Et dans les informations de ce jour également, le nouveau président du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité ou CSI renforcera la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption, a-t-il affirmé hier lors de la passation de fonctions entre lui et le président par intérim. Madagascar a fait de grands progrès dans la lutte contre la corruption. En témoigne cette nouvelle stratégie, a déclaré Jean-Louis Ndjiamfi, dit le nouveau président de la CSI. Reportage signé Oniana Martina sur les images de Zahra Ranjiansu. Le gouvernement, les parties prenantes et le système de lutte contre la corruption à Madagascar s'engagent à élaborer et à mettre en œuvre une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption pour les années 2025-2030. Il s'agit d'une nouvelle stratégie qui est actuellement en cours. À cet égard, le président du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité ou CSI, Jean-Louis Ndjiamfi, qui vient de prendre ses fonctions hier, a réaffirmé sa détermination à poursuivre et à renforcer les efforts déjà déployés lorsqu'il a été nommé pour assumer cette fonction lors du Conseil des ministres du mercredi 9 avril dernier. Jean-Louis Ndjiamfi a occupé de hautes fonctions dans le pays, outre qu'il a été le premier magistrat à occuper le poste de directeur général du Bureau indépendant de lutte contre la corruption au Buanco de 2014 à 2019. Plus récemment, il a été désigné directeur de cabinet de la Commission électorale nationale indépendante au CENI. Au niveau international, il a été le président du Conseil de lutte contre la corruption de l'Union africaine, ou CCCUA, de 2021 à 2023. Les convocations pour les candidats admis au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes ou ENMG, section greffier prévue les 25 et 26 avril prochains, pourront être retirées à l'ENMG à partir du 18 avril pour ceux qui ne les ont pas reçues via la poste. En ce qui concerne les provinces, les convocations seront à retirer le 24 avril dans les établissements suivants: au lycée Hervé Loumamons pour la province de Fianarantsu, au lycée Laurent Boutkiel pour Tuléar, au lycée Saint-Gabriel pour Mahadzang, au lycée Jean-Jacques Rabé-Mananzar pour Tuamas et au lycée Zaferber pour Ansranan. Au total, 390 élèves greffiers seront recrutés pour cette 19e promotion.
Et dans les actualités sportives de ce soir, les groupes EFGH ont entamé la compétition dans le cadre du tournoi de football des moins de 17 ans au Viva Football U17 organisé par Viva aujourd'hui. C'est la première journée de la phase éliminatoire pour les groupes qui s'est tenue hier et aujourd'hui. Plusieurs matchs se sont soldés par des matchs nuls aujourd'hui. Andara Donarville nous en dit plus. La première journée de la phase de groupe du tournoi Viva Football U17 s'est poursuivie aujourd'hui au stade CFFA et Avlou avec l'entrée des groupes EFGH sur le terrain. Sur les 8 matchs joués, 5 se sont soldés par des matchs nuls. Voici les résultats de chaque groupe. Pour le groupe E, la Massy a vaincu Kitana Football Academy d'1-0. AS Jet Elite et l'AS Nouvelle Espoir se sont soldés par un match nul 1-1. Dans le groupe F, Black Scorpion et Ajisaya Ethos s'est soldé par un match nul 0-0. Academy Buffalo a été vaincu par Tiakicha FC de 3-0. Dans le groupe G, AS Everest et US Pro Academy s'est soldé par un match nul 0-0. Même cas pour Isda Avenir et SC King Sport. Pour le groupe H, Dignitas et Ujas s'est soldé par un match nul 0-0. Ethos Football Academy a été vaincu par l'Académie Football Akamatsu par 1-0. Demain mercredi, les équipes des groupes A, B, C et D joueront pour la deuxième journée du tournoi de la phase de groupe. Tous les matchs se joueront au stade CFFA Yavlou lors de cette troisième édition de Viva Football U17. Et les kickboxeurs ont remporté 9 victoires sur 12 au championnat de kickboxing de l'océan Indien qui s'est tenu au Palais des Sports et de la Culture Mamasn samedi dernier. Après nos bons résultats à la Coupe d'Afrique des Nations en décembre 2024, les combattants malgaches ont une fois de plus prouvé leur talent. Reportage signé Andara Razanarville et Oubi Hassanmani. La Coupe de l'océan Indien de kickboxing s'est déroulée au Palais des Sports et de la Culture Mamasn samedi. Madagascar, La Réunion et Maurice étaient les pays en lice. Les 12 combats qui se sont déroulés ont vu la participation des combattants de presque toutes les catégories. Madagascar qui occupe déjà une bonne position dans sa discipline, raison pour laquelle cette compétition a eu lieu chez nous. Ainsi, les combattants malgaches ont une fois de plus démontré leur savoir-faire, puisque sur les 12 combats auxquels nous avons participé, 9 ont été couronnés de victoires, faisant de nos kickboxeurs des champions. Dans les actualités internationales de ce soir, le Soudan, troisième plus grand pays d'Afrique en superficie, est déchiré depuis avril 2023 par un sanglant conflit entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays depuis un coup d'État en 2021, et les forces de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamda Daglo. France 24 nous en dit plus. 15 avril 2023. Après des semaines de tension, les paramilitaires des forces de soutien rapide lancent une offensive sur Khartoum, la capitale soudanaise. La rébellion menée par Mohamed Daglo, jusqu'ici numéro 2 du pouvoir, entend renverser le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête du pays, qui une semaine plus tard promet une victoire rapide de l'armée. Nous allons surmonter cette crise, préserver la sécurité du pays, son unité et assurer une transition à un pouvoir civil. C'est pourtant le début d'une longue et sanglante guerre civile. L'armée soudanaise ne parvient pas à défaire les forces de soutien rapide, équipées en sous-main par les Émirats arabes unis. Sur le terrain, le groupe paramilitaire remporte plusieurs victoires. Il parvient à s'emparer des régions stratégiques du Darfour à l'ouest et du Kordofan au sud. Malgré les appels de la communauté internationale à des négociations et un cessez-le-feu, chaque trêve est immédiatement violée. En juin 2024, la Cour pénale internationale accuse les deux parties de crimes de guerre. Nous avons des preuves d'attaques contre les populations civiles et en particulier dans des camps de déplacés internes. Les Nations Unies s'alarment-elles du risque de famine dans le pays? Nous avons besoin d'un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave au Soudan par toutes les routes possibles pour faire face à la crise alimentaire en cours. Fin 2024, la contre-offensive de l'armée soudanaise lui permet de regagner du terrain
avant la reconquête de l'aéroport et du palais présidentiel à Khartoum le mois dernier. Alors que les combats se poursuivent, les civils, eux, manquent de tout et continuent à endurer la pire crise humanitaire en cours dans le monde. Selon l'ONU, le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 13 millions de déplacés. Et Donald Trump a accueilli hier à la Maison-Blanche le président du Salvador, Nayib Bukele, un précieux allié dans sa politique de renvoi forcé en Amérique latine d'immigrés sans papier. Parmi les personnes expulsées en mars figure Kilmar Abrego Garcia, un immigré salvadorien pour lequel l'administration a reconnu une erreur administrative car il était en principe inexpulsable depuis 2019. France 24. Devant l'ambassade du Salvador à Washington, une poignée d'activistes manifestent contre l'expulsion de personnes arrêtées aux États-Unis. En particulier, ils s'indignent du cas de Kilmar Abrego Garcia, un émigré salvadorien pour lequel l'administration a reconnu une erreur, car il était en principe inexpulsable depuis 2019. Nous pensons que cette affaire est très importante, car s'il ne revient pas, ce même schéma pourrait se répéter avec chaque immigrant ou n'importe qui, même un citoyen américain. Il s'agit là d'un véritable bond en avant dans le règne total de la terreur. Nous avons maintenant la déclaration selon laquelle ils ne feront rien pour ramener Kilmar Abrego du Salvador au mépris des tribunaux. La Cour suprême des États-Unis a statué à 9 voix contre 0 que l'expulsion d'Abrego Garcia était illégale. Pourtant, lors de la réception dans le bureau ovale du président salvadorien Bukele, la presse a pu se rendre compte que Trump et son équipe interprétaient différemment la décision des juges. La Cour suprême a décidé à 9 contre rien, n'est-ce pas? Oui, 9 à 0. En notre faveur. En notre faveur, contre une décision d'un tribunal de district. La justice américaine exige que Kilmar Abrego Garcia soit ramené aux États-Unis, mais l'administration Trump explique qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur son sort puisqu'il se trouve sur le sol salvadorien et le président Bukele ne compte pas le libérer. La question est absurde. Comment vais-je faire passer clandestinement un terroriste aux États-Unis? Je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Donald Trump demande à son homologue salvadorien de construire de nouvelles prisons. Il a aussi redit envisager d'envoyer au Salvador des citoyens américains qui commettent des crimes violents. Nous avons aussi des criminels de chez nous qui poussent des gens dans le métro, qui frappent des femmes âgées derrière la tête avec des battes de baseball. J'aimerais les inclure dans le groupe pour les expulser du pays. Nayib Bukele est très populaire dans son pays pour sa répression contre le crime avec des dizaines de milliers de suspects envoyés au Sécotte, considéré comme la plus grande prison d'Amérique latine. Et l'Ukraine a lancé des dizaines de drones contre la région frontalière russe de Koursk, tuant une vieille dame et blessant 9 autres personnes, ont déclaré ce matin les autorités russes, ajoutant que des incendies ont été provoqués dans plusieurs bâtiments du centre administratif de la région. France 24. Et pour commencer ce journal, direction le nord-est ukrainien, à la frontière avec la Russie. C'est cette région qui concentre l'attention depuis quelques jours. Il y a eu la double frappe russe à Soumy côté ukrainien ce week-end et ces dernières heures, donc côté russe, à Koursk, ce que Moscou présente comme une attaque massive de drones ukrainiens. Bonjour Gulliver Krag, vous êtes à Kiev pour Parlons-en. Ces attaques aux drones sont fréquentes dans la région de Koursk. Comment est-ce que l'Ukraine les justifie ? Alors, tout simplement par le fait que la Russie a des forces militaires au nombre de plus de 60 000 hommes, selon le chef des armées ukrainien Oleksandr Syrsky, et que l'Ukraine craint une attaque massive terrestre sur la région de Soumy et peut-être aussi la région de Kharkiv voisine en Ukraine, qui a déjà commencé d'ailleurs. Les forces russes font des incursions dans le nord-est de la région de Soumy depuis qu'ils ont forcé les Ukrainiens de quitter la région de Koursk, sauf une toute petite parcelle dans la région de Koursk que les Ukrainiens occupent encore. Alors, je ne sais pas si c'est toujours aussi massif que la frappe d'hier soir, mais il y a des frappes très souvent visant des cibles militaires russes dans la région de Koursk. Après, beaucoup de commentateurs ukrainiens, je ne sais pas s'il faudrait dire la majorité, mais c'est une opinion qu'on entend souvent sur la radio, sont d'avis qu'il est utile aussi de faire comprendre aux Russes ce que c'est que la guerre,
que le fait d'avoir peur, le fait de devoir aller dans des abris pourrait infléchir l'opinion publique en Russie et retourner les Russes contre la guerre, malgré le fait que je pense qu'on pourrait avoir peur que cela puisse être exactement l'effet contraire, que les Russes se souderaient derrière Vladimir Poutine. Tout de même, cet avis s'entend assez souvent dans les médias ukrainiens, et puis aussi la colère en Ukraine est grande, et je pense que certains Ukrainiens pensent que quand ils entendent parler de civils russes qui auraient été tués, et ils n'ont pas forcément la même réaction que si c'était juste avec un pays complètement neutre avec qui ils n'étaient pas en guerre. Mais je souligne que les cibles des Ukrainiens sont clairement des cibles militaires, et il y en a beaucoup dans cette région de Koursk et dans la capitale régionale. On pourrait dire qu'il y a des cibles militaires ukrainiens dans la ville de Soumy et dans la région de Soumy aussi, c'est vrai. Les Russes utilisent aussi des drones pour cibler des cibles militaires ukrainiennes dans cette région, mais hier, ce qui s'est passé, c'était l'utilisation de bombes à sous-munitions, non pas de drones, missiles balistiques avec bombes à sous-munitions, qui ce sont des armes qui visent à tuer un maximum de personnes ou à blesser un maximum de personnes dans un radius le plus large. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout comparable à ces attaques de drones. Une guerre, Gulliver, que le président américain Donald Trump a à nouveau accusé l'Ukraine d'avoir déclenché? Oui, et c'est d'autrement plus décevant pour les Ukrainiens après cette attaque de Soumy. Bien sûr, c'est la Russie qui a commencé cette guerre, et si l'Ukraine fait la guerre, c'est parce qu'elle pense n'avoir pas le choix si elle veut continuer d'exister. C'est l'avis presque universellement partagé en Ukraine, et jusqu'à très récemment, l'Ukraine pensait que c'était l'avis de la plupart de la communauté internationale, du moins des pays qui ne sont pas alliés à la Russie. Ils sont particulièrement déçus parce que, après la frappe de Soumy, qui avait suscité des condamnations de Marco Rubio, le secrétaire d'État, de Kit Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, et puis un commentaire de Donald Trump aussi qui avait qualifié l'attaque de horrible, les Ukrainiens avaient un petit peu d'espoir que le discours du président américain allait changer. Beaucoup de personnes à qui j'ai parlé à Soumy hier m'ont dit qu'ils espéraient qu'il y aurait une réaction internationale forte, y compris venant des États-Unis, pour condamner la Russie après cette frappe meurtrière sur Soumy. Alors entendre que Volodymyr Zelensky en fait serait partiellement responsable, c'est particulièrement difficile pour les Ukrainiens. On peut entendre d'ailleurs l'un de ces voix appelant à une réaction internationale forte dans le reportage que j'ai fait à Soumy hier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous car dans quelques instants, vous allez suivre votre émission Nizouk ou Point de droit avec Noura Nirlant. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.